Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Mercato Live. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Ilan. Salut mon copain. Salut mon copain, salut tout le monde. Alors, est-ce que t'es chaud pour ce petit Mercato Live en fin de Mercato en plus, où on a des petites infos sympas? T'es chaud pour débriefer et parler un peu Mercato? Je suis chaud bouillant, on est à la fin du Mercato, fin août, donc tout se passe maintenant, donc je suis chaud bouillant. Ok, bon, c'est ça que je voulais entendre. Bon, alors écoute, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Je te propose le premier sujet qui est Ahmed Traoré, proche de l'Olympique de Marseille. Et on pose la question, est-ce que c'est une simple recrue ou un vrai renfort pour les Marseillais? Spontanément, toi, qu'est-ce que t'en dis? Moi je trouve que comme ça, spontanément, c'est une plutôt bonne pioche de la part de l'OM, Ouais, pour plusieurs raisons, même si comme ça, sur le papier, c'est pas forcément le joueur qui fait le plus rêver, hein. On le sait, on entend parler de Ceballos, on entend parler de joueurs de renom. Ahmed Junior Traoré, il a plusieurs points positifs finalement. Le premier point positif, c'est qu'il connaît la Ligue 1, il vient de la GIA. Pour rappel, il appartient à Bournemouth, mais il a été prêté la saison dernière à la GIA, donc il connaît la Ligue 1. Je rajouterais même qu'il connaît le coach, il connaît De Zerbi pour l'avoir connu à exact. Sassuolo, me semble-t-il. Exact. Ça peut jouer. Ça, on va dire dans la connaissance et dans l'appréhension, on va dire du contexte de la Ligue 1. Alors de Marseille, c'est autre chose, mais des méthodes de De Zerbi et du championnat, oui, il connaît les bases. Il vient pas en terrain connu, il connaît le bonhomme. On a pu le découvrir aussi à travers le reportage qui nous a été proposé à l'intersaison, l'ami De Zerbi. Donc voilà, il faut pouvoir accepter ses méthodes. Lui, il sait à quoi s'en tenir. Donc il le connaît bien. Et puis nous, enfin après, au niveau de l'intérêt de l'OM, de miser sur un profil comme lui, on peut dire que lors du dernier exercice, il a été plutôt performant avec le concert. Hein. Il a fait partie, je ne vais pas dire de bêtises, mais il a fait partie des 2-3 joueurs qui étaient un peu au-dessus de la mêlée, quoi, au sein de l'effectif. Clairement. Là, je vais partager les stats. L'année dernière, c'est 26 matchs, 10 buts, 2 passes décisives. Dans une équipe comme Auxerre qui joue le maintien, qui s'est maintenu largement au bout de la saison, il a été important au même titre qu'un Gaëtan Perrin qui avait pas mal marqué. Et donc, en plus, si on se rappelle bien, supporter marseillais, le match de Junior Traoré au Vélodrome, il est plutôt bon. Donc voilà, on va dire il y a beaucoup d'éléments qui penchent vers la balance pour le vrai renfort plutôt que la simple recrue. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Il arrive dans un secteur qui est concurrentiel. Il y a du monde à ce poste-là. Est-ce que toi, tu penses qu'il peut arriver à se faire une place, on va dire plus ou moins rapidement dans le 11, ou ça va être un joueur de rotation et qui va peut-être être bon, mais qui va plus être amené à être, oui, comme je viens de le dire, dans la rotation et pas dans l'équipe type? Je pense que vraiment le projet initial, c'est de l'insérer dans la rotation. On sait que pour l'OM, on s'attend à une saison qui va être assez remplie en termes de matchs à jouer. Hein. Ça va être vraiment le grand écart par rapport à la saison dernière, où on avait quasi exclusivement que la Ligue 1. Là, il va falloir rajouter les matchs de Ligue des Champions. On a toujours l'ambition du côté de l'OM d'aller choper un titre à travers notamment la Coupe de France. Donc, s'il y a un beau parcours aussi à travers la Coupe de France, ça fait un bon paquet de matchs à jouer dans la saison. Donc oui, sur le papier, on va dire qu'il va pas faire partie du 11 de départ. Mais forcément, avec le nombre de matchs qu'il va y avoir, l'ami Traoré, il va avoir son rôle à jouer. Il va avoir et en plus de ça, il va certainement. On voit qu'il y a du monde. On voit qu'il y a du monde un peu dans son profil. Mais je me suis un peu intéressé à lui là dernièrement, puisqu'on voit que l'OM s'était positionné dessus. On voit clairement que c'est un joueur qui est plutôt à l'aise avec le ballon. Ah, clairement. Franchement, hein, il a une belle palette technique. J'ai regardé pas mal de ses actions. Tu décèles tout de suite un joueur qui est plutôt altruiste d'ailleurs. Il va pas jouer la carte perso, aller faire gonfler ses stats. S'il y a une bonne passe à faire, il va aller faire sa passe. C'est ça, en fait, tu vas sur un terrain où je voulais t'emmener, c'est-à-dire que est-ce que ce profil-là, alors ok, milieu de terrain qui peut jouer relayeur, bon, numéro 6, je suis pas réellement sûr, mais je pense qu'il peut dépanner, peut dépanner, mais c'est pas là où il va être le meilleur. Par contre, dans ce dernier tiers du terrain, je pense que là, il peut faire énormément de bien à l'OM. Alors,
bon, le mercato est pas terminé. On sait pas qu'est-ce que va faire Adrien Rabiot. On en parlera un peu plus tard dans notre mercato live. Mais on va dire dans un profil pas du tout similaire à Rabiot, il va quand même, je pense, être amené à jouer dans la même zone où évoluait Rabiot. Et je pense que ce profil-là, plus technique, peut-être plus vif, après peut-être moins de capacité athlétique, mais peut-être plus le joueur de ballon, je pense que c'est ça qui manque à l'OM. Moi, perso, c'est des 2 matchs que j'ai vus de l'OM cette saison, c'est dans ce dernier tiers il manque quelqu'un pour faire la dernière passe, pour éliminer son adversaire. Et pour moi, Junior Traoré, il peut largement être ce gars-là, en fait. Bah ouais, je te rejoins totalement. Finalement, quand tu analyses bien l'effectif de l'OM, des joueurs avec ces qualités-là, à son poste-là, il y en a pas tant que ça, il y en a pas tellement, il y en a même quasiment pas. Ouais. Et clairement, il peut apporter quelque chose. Il y aura forcément dans la saison, en plus, des matchs. Tu le sais comme moi, l'OM va souvent rencontrer des équipes regroupées derrière qui vont essayer de jouer le 0-0, le match nul. Et ben voilà, tu as besoin d'un joueur qui est capable de faire la bonne passe. J'ai vu, comme je t'ai dit, quelques actions. Il est vraiment capable de faire des orientations de jeu, changer d'aile, faire des longues passes précises dans les pieds. Techniquement, ah non, c'est un vrai joueur. Alors, sans aller jusqu'à un joueur frisson, mais c'est un vrai beau joueur beau joueur de ballon. On l'a vu, on en a parlé au tout début de notre débat. On l'a vu à Auxerre l'année dernière. Moi perso, je l'avais découvert à Sassuolo en Serie A, et c'est vrai qu'il avait un profil complètement atypique, c'est-à-dire ce type de joueur-là, comme on vient de dire, assez technique, assez altruiste aussi. En Serie A, il y en avait pas énormément. Pour moi, il est parti trop vite du côté de Bournemouth, un gros chèque, comme d'habitude, encore un club anglais qui le récupère, mais sauf que il a jamais réussi réellement à s'imposer là-bas. A été prêté au Napoli, on l'a dit à Auxerre là, et pour moi, il a 25 ans maintenant. Bah ouais, c'est peut-être le bon moment. Par contre, dernière chose avant de conclure, il va quand même manquer une partie de la compétition parce que il risque de faire la canne à Ahmed Traoré. Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Après, voilà, comme on l'a dit, le mercato n'est pas terminé. On va voir comment il va se finir, quels joueurs vont arriver. Tu vois, typiquement, il y a des avantages, des inconvénients. Tout n'est pas parfait dans le recrutement d'Ahmed Traoré. Et tu l'as dit, on doit forcément anticiper le fait qu'il va potentiellement louper quelques journées de championnat à minima ou quelques matchs. Mais je préfère. Tu vois, on parlait, il y avait une rumeur Zegrova. On entendait souvent la rumeur Zegrova. En termes de gestion d'effectifs, en termes d'ego, c'est bien aussi d'avoir des joueurs qui sont pas forcément programmés pour être des titulaires en puissance et de venir de se mettre à fond à 100% quand on va lui donner sa chance et ne pas faire la tête quand il va être mis sur le banc. Alors oui, il y a la calme. T'es pas à l'abri d'une blessure pour un autre joueur. On en a d'autres aussi. Et comme je t'ai dit, au niveau du profil, aujourd'hui, les joueurs un peu comme ça, techniques, au sein de l'effectif de l'OM, je ne parle pas des joueurs vraiment offensifs sur la dernière ligne d'attaque, mais t'as qui? T'as un Aminari qui est un peu l'énigme, on ne sait pas trop. Ah oui, tu sais même pas en plus s'il va rester. S'il va rester. En fait, c'est ce qu'on disait, c'est que dans ce profil-là, il n'y en a pas réellement. En plus, il y a le côté des Herbie qui connaît le garçon. Donc oui, il y a pas mal, vraiment, autant sur certaines recrues, tu peux avoir une interrogation, la compétitivité du joueur, est-ce qu'il va s'acclimater? Là, il y a quand même, on l'a dit, beaucoup d'éléments qui mènent au. Ouais. Moi, je me mouille, qui mène plus vers le vrai renfort que la simple recrue. Moi, pour ma part. Je te rejoins. Et si je dis pas de bêtises, il me semble qu'en plus, au niveau du montage, on parle d'un sorte de prêt avec option d'achat, mais pour 50% des droits pour l'instant. On parle de 7,5 millions, donc autant te dire qu'aujourd'hui, sur le marché des transferts, c'est pas grand-chose. Oui, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Et donc, clairement, ça se tente. Vu l'âge, oui, honnêtement, ça se tente complètement. Donc bon, écoute, on va voir ce qu'il va nous donner. Je te propose le prochain sujet qui est Emerechi Eze à Arsenal pour 70 millions d'euros. Et on pose la question, est-ce que c'est une surcote ou un juste prix? Toi, tu partirais sur quelle théorie, mon copain? Écoute, tu nous as dit quel prix? 70 millions d'euros.
parce que à vérifier, mais je crois qu'il y a eu une sorte de combat entre Arsenal et Tottenham. Il y avait Tottenham qui a mis 70, et pour arracher le morceau à la fin, il y a Arsenal, je crois, qui a surenchéri un peu sur un 75, 70. Moi, j'ai pris, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai pris j'ai fait ça super logiquement. J'ai pris le montant sur Transfermarkt qui était mis à 70 millions. Maintenant, on le sait, tu as raison aussi de le préciser, sur Transfermarkt, toutes les histoires de bonus, elles sont généralement données 1 ou 2 ans après, en fonction des bonus qui ont été levés ou pas. Ouais, donc là, au moment où on parle, voilà, on parle de 70 millions, donc peut-être que c'est un peu plus. Est-ce que toi, spontanément, quand tu entends 70 millions pour Eze, est-ce que c'est un juste prix pour un joueur qui a progressé ces dernières saisons, ou est-ce que c'est une surcote entre clubs anglais? Écoute, déjà, bon, que ce soit 70, 75, entre clubs de première ligue, on n'est pas à 5 millions près, hein, lequel ça va être là. Mais, écoute, si tu as une vision globale, tu vois Eze, Arsenal pour 78 millions d'euros, effectivement, ta première réaction, c'est de te dire, oui, c'est peut-être un petit peu cher, ouais, effectivement, c'est cher. Maintenant, on est fin août, on l'a dit, c'est la fin du mercato, donc on a vu aussi les mouvements qui ont eu lieu jusqu'à présent. On a vu notamment les mouvements qui ont eu lieu entre clubs de PL. C'est ça qui est important de souligner. Il y en a eu quelques-uns que j'ai en tête. Bon, t'as Madueke qui est parti justement à Arsenal de Chelsea pour près de 60. T'as un Elanga qui est parti à Newcastle de Nottingham Forest, pareil, c'est plus de 60. T'as un Mohamed Kudus qui va à Tottenham pour 64. Et encore, je te cite les plus connus. Hein, oui, parce qu'il y en a, là, dernièrement, il y en a eu un là, de West Ham qui a un joueur de Southampton à 50 millions, un Matheus Fernandes. Tu peux rajouter un Matheus Cunha, un Brian Mbeumo, tu peux... Enfin, voilà. Allons-y. Là, je t'ai parlé vraiment, voilà, je te parle des joueurs vraiment... vraiment entre clubs de première ligue. Mais si tu rajoutes en plus de ça, effectivement, les Kitike, les Firth, les Sesco, voilà, avec des prix hallucinants. Non, on peut pas, on le dit assez souvent. Tu vas rejoindre la longue liste des gars qui font ce constat. C'est-à-dire que la première ligue est un vrai champion, c'est un microcosme. C'est un microcosme où personne ne peut réellement, en tout cas là, dans cette période de mercato, arriver à lutter. Donc oui, là, moi, spontanément, je vais te dire, quand on pose la question des 70 millions pour Eze, je pense qu'on va être d'accord assez rapidement sur la valeur du joueur. Le joueur, il est bon. Le joueur, il est bon, il a progressé, il apporte quelque chose, il peut jouer côté gauche ou dans l'axe. C'est un beau joueur de foot. 70 millions pour un joueur qui va être véritablement titulaire. Là, j'avoue que forcément, on arrive sur le côté surcote. Si tu me dis que c'est un titulaire indiscutable dans le schéma d'Arteta, pas de problème, allez, à la limite, c'est un peu cher, mais ok. Mais là, je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr qu'il est titulaire indiscutable. Je suis pas sûr non plus. Effectivement, c'est le cœur du sujet, c'est-à-dire quelle va être l'utilité d'un Eze Arsenal, quelle fonction il va avoir, quel statut il va avoir Arsenal. Si c'est effectivement c'est pour mettre plus de 70 bars pour un joueur de rotation, ça fait très 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 cher. Et je place une info juste avant. Je te coupe 2 secondes. Je place une info. Transfermarkt le valorisait à 55 millions. Donc là, on est typiquement dans la surcote totale du gars. Alors ok, il devait bien être géré au niveau du contrat, mais la valeur, elle est de 55, et là, on parle de 70 plus des bonus importants. Donc là, on répond un petit peu avec cette info-là aussi. Pour moi, on est dans la surcote. On est dans la surcote pour Eze. On est dans la surcote, clairement. Maintenant, si je rejoins ce que tu disais, dans le microcosme Première Ligue, quand tu fais la présentation du joueur et tu te dis international anglais, qui est plutôt à son âge prime, parce qu'il a 27 ans, pas trop jeune, pas trop vieux, voilà, transfert entre clubs anglais, aujourd'hui, finalement, c'est quelque part logique. Et puis, on peut le déplorer, hein. On peut dire que malheureusement, c'est logique qu'aujourd'hui, il coûte ce prix-là. Mais c'est cohérent avec les autres tarifs qui ont été appliqués entre clubs de première ligue. Ok, donc sur ça on est d'accord. Et alors pour conclure notre débat, même si c'est pas réellement la question, puisqu'on s'attardait là sur le prix, mais est-ce que tu penses que Eze,
il apporte le vrai truc nécessaire pour, allez, on va être clair, aider Arsenal à remporter la Première Ligue cette saison. Est-ce que tu penses que c'est le transfert qui manquait ou d'autres comme Gyökeres par exemple qui sont arrivés te font dire non, c'est pas lui le transfert majeur? Non, pour moi, le transfert majeur, ça reste Gyökeres par rapport à ce qu'il a démontré jusqu'à présent. Et il est vraiment attendu du côté des Emirates. Eze, je pense qu'il aura un peu plus droit à l'erreur. Il y aura un peu plus d'indulgence par rapport à Eze du côté des supporters d'Arsenal. Maintenant, il est évident que compte tenu de son prix, compte tenu du statut qu'on vient d'évoquer, il va falloir qu'il apporte quelque chose. De là à te dire que c'est lui qui va leur permettre de franchir le step qui va leur donner la Première Ligue, je suis pas convaincu non plus, clairement. Moi, je suis pas convaincu non plus. Maintenant, pour avoir regardé Arsenal ces dernières saisons, pour moi, il y a un vrai problème côté gauche. Il n'y a pas réellement quelqu'un qui s'impose. Martinelli, on a pu le dire assez souvent sur la chaîne, c'est insuffisant, à mes yeux en tout cas, et pour beaucoup. Et peut-être que, même si c'est pas un pur ailier gauche, mais c'est un gars quand même qui peut jouer à ce poste-là, peut-être que c'est le gars qui te manque avec un Odegaard et avec un Saka et un Gyökeres devant. Mine de rien, là, Arsenal a une équipe vraiment pour moi pour aller regarder Liverpool dans les yeux à la fin de la saison. Ouais, clairement. Il faut voir ce que ça donne. Est-ce que la mayonnaise prend? Est-ce que vraiment Arteta compte vraiment le positionner sur ce côté gauche? Je te rejoins complètement, Martinelli, même si c'est un très beau joueur, moi j'aime beaucoup en termes de qualité intrinsèque du joueur, il est joli, mais en termes de rendement et de ce qu'il apporte à Arsenal, c'est vrai que ça reste insuffisant. Donc il faut aller apporter de la concurrence, il faut voir si ça peut être éventuellement Eze qui apporte ce qui manque jusqu'à présent. C'est toujours Arsenal qui fait des belles saisons, mais il leur manque toujours un petit quelque chose pour aller décrocher le truc. Ça devient limite un cliché, mais c'est vrai que le fameux Baby Gunners, les gars qui jouent bien, mais qui au moment clutch, qui arrivent, on va dire souvent à choquer. Bon, c'est vrai que là, ça serait quand même bien que Arsenal puisse passer ce step. Et on vient de le dire, un Eze, pour moi, ça peut aider. Maintenant, pour trancher notre débat, bon, on est d'accord, c'est une surcote. Et d'accord, surcote. Je pense qu'on est d'accord. Si on doit se positionner, oui, je me positionne dans le côté surcote, clairement. Ok. Bon, allez, je te propose le prochain sujet, pardon. C'est Pierre-Less Melou au Paris FC. Et on pose la question, qui est le gagnant dans cette transaction? Ah ouais, on redescend un petit peu d'un étage avec ce débat. Mais on va voir, je pense qu'il est intéressant. Quand on pose la question qui est le gagnant dans cette transaction, c'est le joueur, le Paris FC, ou est-ce que c'est le Stade Brestois? Tu me rajoutes le Stade Brestois dans le... Bah ouais, parce que le Stade Brestois, ils vont récupérer 6 millions sur un joueur de 32 ans. Ouais. Écoute, je pense qu'ils sont tous un peu gagnants dans l'histoire. Ils sont tous un peu gagnants dans l'histoire. On va se mentir. Si on prend les choses par ordre, je te propose de commencer par le PFC. Ouais. Parce que ça me semble évident pour moi que avoir l'opportunité en tant que promu de se renforcer avec un joueur d'expérience qui connaît parfaitement la Ligue 1. Tu nous ressortiras peut-être les chiffres de Pierre-Less Melou, mais à mon avis, ça a du match en Ligue 1. Je te donne juste ça pendant que tu es en train de continuer ton avis. C'est 234 matchs, 34 buts, 25 passes décisives en Ligue 1. Donc ouais, on parle quand même d'un gars assez expérimenté, tu as raison de le préciser. Ça a tâté de la pelouse de Ligue 1. Ah oui, ça a tâté. Ça a tâté de la pelouse, je suis d'accord. Donc voilà, il connaît bien le championnat. Globalement, il a fait ses preuves. C'est un joueur qui est reconnu en France. Il fait partie, je ne vais pas dire des top joueurs, mais des valeurs sûres en tous les cas de Ligue 1. Ah oui. Donc évidemment, c'est intéressant pour le PFC dans l'optique d'assurer son maintien, même si on peut revenir après, on peut en espérer plus que le maintien du PFC, mais en tous les cas, dans cette optique-là, c'est un joueur qui clairement sera utile. Il va faire du bien sur le terrain, il va faire du bien en dehors aussi, parce que voilà, dans le vestiaire, il va aussi devoir assumer son rôle de joueur d'expérience.
Donc ouais, il va former un beau duo. Moi, je demande à voir ça aussi. Ça va être intéressant de voir le duo qu'il va former avec Maxime Lopez. Donc voilà, tout ça, ça fait des belles histoires, ça fait des choses intéressantes. Donc pour moi, le PFC fait bien de miser sur Pierre Lesmelou. Ça, c'est pour le PFC. Je sais pas si tu me rejoins, mais en tous les cas, pour moi, Non, le PFC. je te rejoins. On va dire sur, il cherchait un Benjamin André en début de mercato. Bon, Pierre Lesmelou, Benjamin André, on va pas faire des parallèles, mais bon, on est globalement sur le joueur important au milieu de terrain qui peut te stabiliser un peu l'équipe. Et vu qu'il y a des jeunes joueurs des deux côtés, enfin, pour moi, ça colle. Maintenant, Brest, sur le coup, moi, j'ai envie de te dire que c'est Brest qui fait la meilleure opération parce que mine de rien, Lesmelou, ça fait plus d'1 an qu'on sait très bien qu'il va partir. On sait très bien. Il y a eu Rennes qui s'est mis dessus. Mais au final, il y avait l'espèce d'épopée en Ligue 1 pour essayer d'arriver en Ligue des Champions, donc ils l'ont gardé. La saison suivante, il s'est blessé et et là il y a quelques semaines, il y avait Lyon qui s'était positionné dessus et ça s'est pas fait pour une histoire de 500 000 euros ou un montant vraiment très très bas. On parlait tout à l'heure de 75 millions, 80 millions du côté d'Arsenal. Bon, là on est vraiment sur d'autres problématiques et que au final, et qu'au final, à quelques jours de la fin du mercato, tu arrives à récupérer les 6 millions pour un gars qui, quoi qu'il arrive, allait avoir du mal peut-être à se remobiliser à Brest. Pour moi, c'est Brest qui fait la meilleure opération. Maintenant, tu as raison, le PFC en fait une, et lui, je pense qu'il avait aussi besoin d'un nouveau challenge, en fait. Ouais, mais c'est ça, c'est en ça que Brest, et je te rejoins complètement, c'est en ça que Brest est gagnant, c'est que tu sais, des fois, à trop vouloir garder tes joueurs, tu en gardes des joueurs qui sont plus du tout investis dans le projet, qui sont plus du tout motivés. Donc, à un moment donné, il faut aussi accepter que le joueur il ait des envies d'ailleurs, surtout pour un joueur comme Pierre Lesmelou qui a quand même pas mal apporté au Stade Brestois. Donc, à un moment donné, pour servir son jeu. Ouais. Je pense que là, on peut être tous d'accord. Pierre Lesmelou, quand il arrive à Brest, si on lui dit qu'il va aller jouer la Ligue faire un top 3 de Ligue 1, jouer la Sais Champions, jouer contre le Real, le Barça, enfin ouais, non, là, je pense qu'il n'y croit pas. Je pense qu'il n'y croit pas. Tu rajoutes à ça, franchement, je sais pas si t'as entendu, mais t'as l'entraîneur Eric Roy qui s'est pas mal plaint pendant le mercato. Oui. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Bon, ce qui est vrai, hein, malheureusement, les clubs de Ligue 1, c'est une réalité, ils ont pas d'argent. On parlait des clubs anglais, on peut pas s'empêcher de faire le parallèle, mais oui. Mais juste pour info, hein, droit télé en première ligue, on est à près de 2 milliards. On est à près de 2 milliards par saison. Donc autant te dire à des années-lumière de la Ligue 1. Va dire ça à Nicolas de Taverneau qui est en train d'essayer de galérer pour essayer d'arriver à boucler le 1 million d'abonnés. Juste d'abonnés. Donc non, mais ça c'est sûr. On va dire que dans cet été compliqué de Ligue 1, oui, on va dire tout le monde arrive à peu près à s'en sortir. Maintenant, je vais te poser une autre question qui est pas forcément celle du débat, mais Lesmelou, au final, c'est mieux qu'il termine au Paris FC ou l'option Lyon qu'il y avait pendant un moment au début du mercato. Parce que attention, on parle d'un Lyon, ok, ça reste l'OL, mais un OL un peu brinque-ballant, tu vois, c'est pas. Donc toi, au final, le PFC, la question Noël. Il y a un truc que j'arrive pas à maîtriser. Tu vas peut-être pouvoir m'aider. Là, on est en train de parler de projets sportifs. Lyon, PFC, c'est quoi le mieux? Mais bon, à cette heure-ci, Pierre Lesmelou, qui a fait une carrière essentiellement en Ligue 1 et pas mal de arriver. À un moment donné, il va aussi regarder autre chose. C'est combien je gagne à la fin du mois, tu vois. Et aujourd'hui, c'est là où c'est un peu mon interrogation. Est-ce que c'est le PFC qui est plus en capacité d'offrir un bon contrat à Pierre Lesmelou ou est-ce que c'est l'OL? Je pense que là, vraiment pour ce mercato-là, je pense que le Paris FC est plus en capacité d'arriver à dégainer le contrat qu'il faut ou l'offre qu'il faut vis-à-vis du club. T'as raison de le préciser. Maintenant, voilà, moi je posais la question parce que voilà, on va dire que c'était deux projets un petit peu différents, mais il pouvait y avoir aussi un côté séduisant pour un Lesmelou et une sorte d'apothéose de carrière avec. T'as été plutôt dans des clubs moyens, sans faire offense, hein, excusez-nous, les Niçois, les Brestois, les Dijonais ou Norwich, excusez-nous, c'est quand même pas des grands clubs majeurs. Là, t'avais l'occasion d'arriver à Lyon. Bon, est-ce que c'était bien? Ça aurait pu coller. Maintenant,
on va pas se mentir, le projet du PFC, il est assez ambitieux. Et tu viens de le dire aussi, je pense qu'au niveau salarial, il s'en sort pas mal, l'ami Pierre Lesmelou. Il s'en sort pas bien. Il s'en sort pas mal. Après, voilà, ça s'est pas fait. On a évoqué l'intérêt lyonnais et l'histoire qui s'est pas faite. Il y a eu Rennes, et tu sais, Rennes, à un moment donné, il lâchait des gros chèques aussi pour récupérer des joueurs. Demande à Seko Fofana, demande à Brice Samba. Valentin Rongier, Quentin Merlin, t'inquiète pas, la liste est longue. Voilà, donc à un moment donné, je pense que quand ils se sont intéressés à Pierre Lesmelou, je pense qu'ils lui ont fait une belle proposition aussi. Bon, tout ça, ça s'est pas fait. Moi, je suis à sa place, j'avoue, je peux avoir aussi un côté assez frustré. Je peux être assez frustré d'être passé à côté de tout ça. Maintenant, j'ai envie de dire, voilà, il faut pas regarder en arrière, il faut penser à l'avenir. Tu as 32 ans, Pierre. T'as le PFC qui se présente à toi. Tu as un beau projet sportif, parce que voilà, on va axer sur le financier, mais je pense que déjà, il fait une belle culbute par rapport à ce qu'il gagne au Stade Brestois. Il y a un projet sportif dans lequel il va être au centre vraiment pas au centre du projet, mais il fera partie des cadres voilà, du projet. Donc, on est sur deux projets complètement différents entre celui de l'Olympique Lyonnais et du PFC. Franchement, j'ai envie de lui dire, fais-toi plaisir, va au PFC, tu prends ton argent, t'es un cadre respecté, et tu sais pas, tu peux finir en belle aventure comme ça s'est fait avec le Stade Brestois, parce qu'avec le PFC, c'est aussi pareil. Oui. Quelles sont les ambitions du club? Elles sont assez élevées, quoi. T'as raison, il a signé pour plusieurs saisons, on sait jamais. Peut-être qu'il peut y avoir une belle épopée qui vient se créer, et dedans, Pierre Lesmelou, il sera dedans. Donc, ok. Donc, au final, pour notre débat, tout le monde est content. Brest, le PFC, Pierre Lesmelou, tout le monde est content. Et même Lyon, qui a pris Tyler Morton à la place et qui a l'air d'être super content d'avoir pris Tyler Morton. Donc voilà, au final, vraiment, tout le monde est content dans cette histoire. C'est génial. Le mercato, il y a des fois, c'est pas que des embrouilles, il y a aussi des côtés un peu sympas. Bon, je te propose le sujet suivant, qui est la relation tendue entre Dusan Vlahovic et la Juve. Et on pose la question, que doit faire l'attaquant serbe? C'est une question délicate. On se positionne vraiment, on se met dans la peau de Vlahovic. Ah ouais, là on est sur Vlahovic. T'es Dusan Vlahovic, on est en fin de mercato. Je donne l'info, enfin je partage l'info. Il est en fin de contrat en 2026, l'ami Dusan Vlahovic. Donc est-ce que t'es à sa place, est-ce que tu vas jusqu'au bout du contrat? Ou est-ce que tu essaies de partir? Ça dépend ce qu'il a en tête. Ça dépend si il veut que l'histoire se termine bien avec la Juve ou pas. Est-ce qu'il a, je suis pas certain non plus. Est-ce qu'il a plus envie de les embêter, pour rester poli? Ouais. C'est plutôt la tendance. On va pas spoiler, mais c'est plutôt la tendance depuis le départ du mercato et voire même depuis plusieurs mois quand même. Et alors, imaginons que ce soit la tendance. Après, la question, c'est jusqu'où il est prêt à aller pour disons-le, pour les faire chier, quoi. Ah ouais, clairement. Vas-y, tu peux. Voilà, donc clairement, la question, c'est est-ce que je vais au bout de mon contrat? Je les fais chier, quitte peut-être même à être mis de côté, parce qu'on le sait, on peut le rappeler, la Juve, pour l'instant, ils ont misé sur Jonathan David, on le sait. Ils ont absolument pas lâché Randal Kolo Muani. Ça discute toujours avec le PSV. Ça discute depuis tellement longtemps, j'ose espérer qu'il y ait une issue favorable, parce que... Oui, je confirme. Depuis, ça fait 2 mois en Italie, on nous explique, c'est bon, c'est dans la dernière ligne droite, c'est bon, le Here We Go est tout prêt, et au final, on l'attend toujours. Donc, tu as raison. Normalement, il va y avoir un Kolo Muani qui devrait arriver d'ici les dernières heures du mercato. Donc, est-ce que toi, si t'es Vlahovic, avec ce 1 an de contrat qui reste, la situation avec Joe David qui est arrivé, Kolo Muani qui risque d'arriver aussi, tu vas jusqu'au bout ou pas? Moi, réponds-moi à ça. Réponds-moi ou pas. Tu vas au bout ou tu demandes à te casser? Je te dis, le truc, c'est... Là où j'arrive pas à me positionner, c'est est-ce que moi, Dusan Vlahovic, est-ce que ma priorité, c'est de faire chier la Juve, ou ma priorité, c'est de me faire plaisir et de rejoindre un club qui m'intéresse, dans lequel je vais jouer, je vais m'épanouir? C'est ça le truc. Il va falloir qu'il fasse un choix, l'ami Vlahovic. Toi, tu dirais quoi moi, je pense que, honnêtement, en tant que amoureux du football, ce serait dommage
que ça se termine comme ça. Que ça se termine justement vraiment en point de non-retour, que vraiment les deux parties se détestent. Voilà, c'est tendu, c'est clair, c'est net. Maintenant, voilà, serrons-nous la main pour tous les services rendus, pour tout ce qui s'est passé. J'aime, c'est beau, c'est beau. Ah, bah, Là, par contre, là, on est normalement dans le monde des bisounours du mercato, parce que là, clairement, on va rentrer dans le vif. On va rentrer dans le vif du sujet pour l'ami Vlahovic. Bon, les conditions qu'il peut obtenir pour une revalorisation, elles sont XXL. Clairement, il demande un contrat qui est plus important que celui qu'il a déjà, qui était déjà, j'ai pas les chiffres exacts, mais qui était déjà bien XXL, puisqu'il venait de la Fiorentina. Donc, il demande à être augmenté. Il demande à avoir, on va dire, logiquement des conditions encore meilleures. La Juve, au moment où on parle, n'est pas du tout prête à accéder à ces conditions. C'est logique aussi, je repartage les stats. Depuis qu'il est arrivé avec la Juve, c'est 146 buts, 146 matchs, 59 buts, 14 passes décisives. Donc c'est bon. En soi, c'est pas des mauvaises stats. Oui, mais ça toujours. Mais la Juve, on va être très clair, attendait encore autre chose. On va dire un bilan supérieur et pas que des stats. C'est-à-dire un gars qui devienne véritablement le titulaire indiscutable et auquel on pense directement quand on pense à la Juve. Et c'est pas le cas, puisque tu l'as dit, là t'as un David qui est arrivé l'hiver dernier, t'as un Kolo Muani qui est arrivé, et il n'a jamais, hormis les premiers mois où il est arrivé, il a jamais eu cette espèce de confiance de la part des tifosi, de la part des dirigeants, et on est arrivé plus ou moins plusieurs saisons après à un stade de point de non-retour. Donc pour moi, je vois pas autre chose que il va aller jusqu'au bout du contrat 2026 et il va partir libre, et ça sera réellement un gâchis de la part de la Juve, parce qu'il a été acheté très cher de la part de la Juve. C'est ça, c'est important de rappeler aussi les conditions dans lesquelles il est arrivé, et c'est un peu le problème, c'est que malgré lui, il est obligé de supporter le poids de ce transfert, et c'est aussi pour ça qu'on en attend beaucoup au fil des saisons et que c'est toujours insuffisant malgré les saisons plus que correctes qu'il réalise sous le maillot de la Juve, quoi. C'est ça le truc. Moi, je trouve ça dommage. Après, faut voir aussi ce qui lui est proposé derrière. J'entends le Milan, j'entends qu'Allegri aimerait bien le récupérer. Ça, pour moi, c'est une énigme. Ça, pour moi, je vais te dire, je fais juste 20 secondes dessus. Pour moi, c'est une énigme. Vlahovic, quand il était avec Allegri à la Juve, je suis pas dans le vestiaire de la Juve, mais on entendait beaucoup de bruit de Vlahovic qui se plaignait du système trop restrictif d'Allegri. Et là, on a Allegri qui arrive sur le banc du Milan, et la première chose qu'il veut, c'est Vlahovic. Ah, j'avoue que je suis un peu étonné. Sur le papier, là, le Milan cherche un attaquant. Hein. Là, officiellement, on est dans les dernières heures du mercato. Il fait partie des attaquants. Il y a eu l'affaire Boniface. Ça s'est pas fait au final. Le jeune Konrad Harder qui devait venir, pour finir, ça se fait pas, le Sporting ne veut pas le lâcher. Donc Vlahovic reste un nom super important pour le Milan. Donc est-ce que toi, hormis ta sensibilité pour la Juve, s'il part au Milan là à 1 an de la fin de son contrat, est-ce que tu penses que ça sauve les meubles, ou au contraire toi tu préfères le garder jusqu'à la fin et qu'il parte libre l'été prochain? En fait, ce qui m'embête, c'est si on parle de sauver les meubles, c'est qu'on part du principe que on est sur un constat d'échec d'un Vlahovic à la Juve. Et j'ai pas envie de parler d'échec parce que malgré tout, les stats sont là, quoi. Il a près de 60 buts avec la Juve, il a fait ses passes D, il a été investi. On peut clairement en attendre plus. On l'attendait tous d'ailleurs avec un statut. Rappelle-toi, hein, c'est vrai que le tarif semblait élevé, mais à la Fio, comment il avait flambé, c'était impressionnant. Ah oui, non, c'était là pour le coup, on parle pas de folie du mercato avec. Non. Il a été surpayé. C'est les valeurs à ce moment-là pour un numéro 9. Les numéros 9, ça court pas les rues. On va dire les très bons 9 coûtent extrêmement cher, donc il faisait pas exception en fait là-dedans. Il était la Fiorentina l'avait bien blindé au niveau du contrat, donc ça collait. Maintenant, voilà, on arrive sur la fin de notre débat. Et pour moi, ça va.
moi, je suis Comoli, le directeur sportif de la Juve. Je lui dis, écoute, gentiment, là, moi, je veux récupérer un tout petit peu de mon oseille. Je sais très bien, vu on va dire les rapports, que tu prolongeras pas, et donner un Vlahovic l'été prochain, alors qu'il va avoir 26 ans. Moi, j'ai important de rappeler son âge aussi. Moi, je le vends tout de suite, quitte à aller peut-être pas un panic buy, mais peut-être à aller réinvestir peut-être sur les dernières heures du mercato sur un autre profil. Mais moi, je laisse pas cette situation bancale pour Vlahovic. Moi, perso. Je suis assez d'accord avec toi. Comme on disait d'ailleurs au début, quand on a lancé le débat, ce serait dommage que ça se termine comme ça, avec une saison vraiment. Après, quelle est l'intention de la Juve s'il venait à rester? Est-ce qu'il le ferait jouer malgré tout? Est-ce que vraiment il le mettrait de côté parce que dernière. T'as raison de le préciser parce que ça c'est important. Est-ce qu'on part sur un bras de fer ou est-ce qu'on partirait sur, on va dire, on respecte les intérêts de chacun et comme tu l'as dit tout à l'heure, on se serre la main en fin d'exercice. J'ai du mal encore une fois. Il y a en plus le problème avec les tifosi. Ouais, c'est vraiment le dossier Vlahovic, c'est vraiment explosif. Et bon courage pour les 3 derniers jours à aller gérer ça quand t'es Damien Comoli. Je lui souhaite bon courage. Ouais, j'aimerais pas être à sa place. Mais bon, si on arrive à trouver une solution entre toutes les parties et que voilà, on puisse se quitter dès maintenant, ça peut être la solution la moins mauvaise, je dirais. Si le Milan a envie de signer le chèque de 35 millions, il n'y a aucun problème, c'est précisé, c'est enregistré. Voilà. Ça signe des chèques de pour au Milan? Ah, écoute, ça prend des 25 pour Chukwueze, ça prend des 40 pour Malicio. Bon, écoute, on a la folie des grandeurs du côté du Milan, on sait jamais, tu vois. On sait jamais. On peut trouver une solution, alors. On va trouver une solution comme ça. Bon, allez, je te propose le prochain sujet. Allez, on redescend un petit peu. Là, encore une fois, on redescend un petit peu de standing. Mady Camara choisit le Stade Rennais plutôt que l'OGC Nice. Et on pose la question, est-ce que c'est une décision logique ou financière? Je sens que je vais avoir ta réponse assez rapidement. Mais vas-y, dis-moi tout, mon copain, qu'est-ce que t'en penses? C'est financier ou c'est logique? J'ai envie de te dire les deux, mon capitaine. Sportivement, avant que tu me répondes, je dis juste, avant qu'il signe, Rennes, cette année ne joue pas de Coupe d'Europe, et Nice jouait le tour préliminaire de Ligue des Champions. Bon, ça n'a pas fait un prix contre Benfica, malheureusement. Mais derrière, ils sont reversés en Europa League. Donc, il y a quand même une participation en Coupe d'Europe. Donc, sur le papier, il y en avait un qui était un peu plus attrayant, peut-être, sportivement, puisque présence de Coupe d'Europe. Mais, on va pas mentir, il y avait aussi une très jolie offre de la part de Rennes financière qui a peut-être fait bouger le gars. Donc, pour toi, c'est quoi? C'est logique, c'est financier, on va essayer, tu sais ce que je te propose? Vas-y. On va essayer de rester dans notre monde idéologique du football, dans notre monde. Vas-y. Admettons qu'il n'y ait pas que ça. Ok. Admettons, aller à valeur, à conditions salariales égales. Ok, tu as une Coupe d'Europe d'un côté, tu n'en as pas de l'autre. Ok, c'est factuel, on est d'accord. Maintenant, l'OGC Nice en Coupe d'Europe, qu'est-ce que ça va donner? Bon, là, ils nous ont donné déjà un petit aperçu. Ça peut vite se terminer, cette histoire. Et après, à côté de ça, là, on est dans du chrono, on est dans du conditionnel, on ne peut pas se prononcer, mais j'ai plutôt tendance à penser que du côté de Rennes, il y a une plus belle saison à venir que du côté de l'OGC Nice. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, maintenant, rajoutons à cela, rajoutons le côté financier, parce que bon, il existe. Voilà. Ça, plus ça, fait que il y a tout intérêt pour Mady Camara de signer au Stade Rennais. Ok. Je sais pas, je sens la saison ultra moyenne du côté de l'OGC Nice. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis assez d'accord avec toi. En plus, on vient de dire l'élimination t'en remet encore un coup. L'année dernière, on sait, ça a été catastrophique en Europa League. T'as raison sur le papier. Peut-être que le projet rennais est peut-être plus séduisant. Maintenant, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Du côté de Rennes, au milieu de terrain, il y a du monde, hein. Il y a du monde, hein. Donc, le Mady Camara, moi, je veux bien, mais il y a des Seko Fofana, on l'a dit, il y a Valentin Rongier, il y a plusieurs gars au milieu de terrain qui peuvent, on va dire,
t'empêcher de pouvoir jouer. Et on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc, il y aura juste Ligue 1 et Coupe de France. Donc, oui, peut-être il va jouer ses matchs. Aucun problème là-dessus. Il va pas, mais à Nice, je pense que on met de côté véritablement le sportif juste pour jouer. Je pense que pour moi, il a sa place tous les jours et qu'avec un Francaise, t'as aussi des gages aussi de pouvoir progresser dans ta carrière de joueur. Donc, pour moi, c'est pour ça qu'on la pose la question. Oui, il y a le côté financier. Maintenant, Rennes, si c'était sur un autre poste, je dis pas. Mais le poste du milieu de terrain, franchement, pas gagné, m'a dit. Hein. Pas gagné pour avoir sa place. Et est-ce que tu peux nous rappeler l'âge de Mady, s'il te plaît? Alors, Mady Camara, tu me prends de court, mais je te sors ça tout de suite. Mady Camara, il vient de fêter ses 27 ans. Donc, on parle d'un gars qui en Ligue 1 a déjà 184 matchs. C'est quand même pas mal. Et l'année dernière, qui avait fait 47 matchs, 6 buts, 5 passes D, avec, on l'a dit, une saison pleine du côté de Brest, avec la Ligue des Champions et tout ça. Donc, oui, il semblait avoir progressé. Maintenant, comme je dis, Rennes, il va falloir se taper pour aller choper la place. Hein. Non, mais tu as raison, c'est un argument hyper important, c'est un critère qui va compter en tous les cas dans sa réflexion. C'est difficile de se prononcer. J'ai envie quand même de maintenir ma position. À sa place, c'est plus entendu aussi, tu vois. Ok, il y a des bons joueurs, au milieu de terrain à Rennes, mais il n'y a pas non plus. Là, je te dis, je viens de regarder. Donc, au milieu de terrain, tu as Mady Camara, Glenn Camara, le Finlandais, Diawy Cissé, qui est une des, entre guillemets, comme on dit, futures pépites du Stade Rennais, Valentin Rongier, Frankowski, Seko Fofana et Fabian Rieder. Donc, ça commence à faire. Oui, alors après, Camara, il a plus un poste un peu central au milieu de terrain. Donc, par exemple, les Frankowski et les Merlin, il y a peu de chances qu'ils soient on va dire, en concurrence avec. Maintenant, on l'a dit, le petit Cissé, Rongier et Seko Fofana, il y a du monde. Il y a du monde pour 2 places. Donc, ça fait, ça va être compliqué de jouer autant qu'il a joué la saison dernière. Ça, c'est une évidence. Tu me remets un petit doute quand même là avec ton argument. Avec l'effectif rennais, là on voit que alors financièrement il a fait le coup, pas de problème, meilleur contrat. Nice, on l'a dit tout à l'heure aussi, les perspectives sont pas géniales. Ouais, c'est ça. Mais attention, à Nice, moi je reste dessus. À Nice, il aurait joué et avec Francaise, je parle pas mal sur Habib Beye. Hein, je dis juste qu'on a plus de on va dire, on a plus de billes sur un Francaise et sur sa capacité à faire progresser des joueurs. Pour moi, ça aurait plus de sens parce que pour moi, Mady Camara, il peut encore. Alors, je te dis pas d'être une valeur sûre de Ligue 1, enfin d'être un top player de Ligue 1, mais pour moi, c'est déjà plus ou moins une valeur sûre. Il a progressé et c'est pas interdit qu'il continue de progresser. Et moi, je te dis à Nice, ça m'aurait plus parlé moi. Mais ouais, je peux comprendre ta logique en tous les cas. Je comprends aussi la réflexion qu'il a pu avoir et son choix de rejoindre le Stade Rennais. La saison nous dira s'il a eu raison ou tort. Ça sera intéressant de suivre ça en tout cas. Bon, écoute, Mady, alors juste avant de terminer, Mady, il a quand même pris son carton rouge déjà avec les Rennais la semaine dernière. Donc bon, attention quand même. La bonne nouvelle, c'est qu'il a joué, tu vois. Donc, il a super. Mais alors, par contre, attends, je vais en plus aller regarder vraiment l'info pour être vraiment sûr. Mais je crois que c'est le carton rouge super rapide. Il a pris le carton rouge à la 6e minute de jeu contre Lorient. Aïe. Ça commence pas bien. Attention, Mady. Attention. Bon, allez, c'est carton rouge pour les Rennais en ce début de saison. Ah oui. Il va falloir apprendre à terminer les matchs à 11, les copains, hein, parce que sinon, à 9, à 10, ça va être compliqué de terminer les matchs et surtout la Ligue 1 dans une position haute. Bon, exactement. Allez, on a tenu parfaitement le timing pour celui-là. Je te propose le prochain débat. C'est Como refuse 65 millions d'euros pour Nico Paz. Et on pose la question, Tottenham doit-il augmenter son offre pour l'Hispano-Argentin?
Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que clairement, il y a de l'oseille à dépenser du côté de Tottenham. Là, ça va. La première ligue, on l'a dit tout à l'heure. Là, maintenant, on rentre plus dans le sujet Tottenham. Ouais, 65 millions pour Nico Paz. Ça a de l'oseille du côté des Spurs. Je te confirme, ça a vraiment de l'oseille parce qu'il y a eu des rumeurs, et d'ailleurs des rumeurs qui ont fait peur parfois, honnêtement. J'ai entendu des Savigno de City à 80 millions d'euros. On revient sur Eze, on l'a dit tout à l'heure, ils se sont positionnés, ils étaient prêts à mettre 70 barres aussi dessus. Donc il y a de l'oseille. Maintenant, la question c'est comment bien l'utiliser cette oseille. Parce que par le passé, il y en a eu aussi qui ont été dépensés déjà et moyennement dépensés. En tous les cas, les achats n'ont pas été justifiés financièrement. Je pense à Matistel, je pense à Solanke, je pense à d'autres. Richarlison, effectivement. Ça fait mal, je ne veux pas dire ce nom-là. C'est associé au prix, donc forcément, ça met un petit pincement, en fait, forcément, logiquement. Mais oui, Tottenham a pu déjà investir ces dernières années des sommes importantes, comme tu l'as dit. Maintenant, là, il y a un vrai changement pour Tottenham. On en a parlé il y a quelques semaines, il y a eu le départ de Minson. Évidemment, il y a eu aussi l'arrivée du nouvel entraîneur, mais il y a surtout pour moi le départ d'un Son. Et tu me diras ce que t'en penses, mais pour moi, il y a besoin d'incarner. Alors non pas forcément un successeur, parce que arriver à remplacer Son, ça sera le temps. Tu vois, c'est le temps qu'il le fera. Mais est-ce que là, par exemple, les 65 millions investis au-delà de Nico Paz, mais sur un jeune talent, on peut dire peut-être crack générationnel. Est-ce que là, c'est pas aussi le signe que Tottenham est ambitieux en fait et que vraiment, ok, on clôt le chapitre Son, mais on va aller chercher une des futures pépites mondiales pour l'installer dans notre effectif. Donc non, moi complètement. Moi, je suis plutôt. Je rejoins plutôt justement cette logique-là. Tottenham, malheureusement, on le voit quand ils essayent de se positionner sur des joueurs d'expérience, en tout cas reconnus, et qui justifient leur prix par ce qu'ils ont fait dans le passé. Ils ont du mal à se positionner parce que c'est des joueurs qui ont plutôt des envies d'ailleurs, d'aller dans des clubs plus huppés. Si tu optes pour la stratégie du joueur en devenir, du joueur dans le cas de Nico Paz qui incontestablement a du talent, qui est très jeune. Déjà, quand tu entends la présentation du joueur, tu vois, ça vend du rêve. Si je te dis footballeur argentin, milieu offensif, déjà, tu as 2-3 noms qui te viennent en tête, tu vois. C'est pas des points. Déjà sur la présentation, et alors après, quand tu le vois jouer, ouais, tu termines, on va dire, d'être sous le charme. Tu termines d'être sous le charme. Tu sais que le Real l'a acheté très, très jeune au berceau. Voilà, on sait que le Real, généralement, quand il se... Alors, il n'y a pas que des réussites, c'est pas ce que je dis. Il y a quand même eu pas mal de bons joueurs qui ont été récupérés très, très jeunes. Et Nico Paz en Amérique du Sud. Voilà, exactement. Donc, pour toi, là, les 65 millions qui ont été refusés pour Nico Paz, ça va forcément être réinvesti à un moment donné sur un autre joueur, quitte à ce que ça soit peut-être un autre profil, mais ça va être investi si Como continue de faire le mur. Dans tous les cas, là, il semble évident qu'ils sont à la recherche d'un joueur à vocation offensive. Je ne pense pas qu'ils les mettront sur un défenseur central ou un milieu de terrain. Enfin, un milieu défensif. Maintenant, j'aurais aimé pouvoir te dire que non, s'ils ne trouvent pas vraiment chaussure à leurs pieds, qu'un joueur vraiment sur lequel ils ont envie d'investir, ils ont pris le temps d'analyser, s'ils ne le trouvent pas, ils ne le font pas. J'aimerais pouvoir te dire ça. Mais j'ai peur que non, ils sont plus dans une logique. Voilà, on a de l'argent, on a des ambitions et on veut essayer de faire une meilleure saison en tous les cas au niveau du championnat. Meilleure saison qui a été faite la saison dernière avec un nouveau projet. Et donc, pour ces raisons-là, je pense que l'argent va être dépensé d'une façon ou d'une autre. Donc, autant les mettre sur un joueur vraiment comme Nico Paz. Après, il faut voir aussi, ça, et ça, on n'a pas l'info, il faudrait voir ce que pense l'entraîneur là-dedans. Si l'entraîneur, il est d'accord pour cette politique-là et d'avoir forcément quelqu'un de supplémentaire, ok. Mais si c'est pour aller, ce que je comprends, un peu aller chercher un gars parce que tu as de la thune et qu'il faut renforcer un tout petit peu, mais que c'est pas réellement un gars qui est demandé par l'entraîneur ou
je sais pas. Là, Nico Paz, pour moi, ça avait du sens. En plus, Madison est blessé, en plus. Madison est blessé pour un bon petit moment. Pour un bon petit moment, donc ça pouvait aussi parce que là, tu sens quelque part que les échecs consécutifs dans 2-3 dossiers, ça leur a mis un coup et qu'ils ont envie de conclure en fait sur une note positive ce mercato. Donc je dis, ils vont tout faire. Selon moi, je peux me tromper et tant mieux si je me trompe d'ailleurs, plutôt que de prendre n'importe qui. Mais selon moi, j'ai plutôt tendance à penser que voilà, ils vont faire le maximum pour trouver un joueur et le signer sur ces derniers jours de mercato. Donc, si tu me dis que c'est sur Nico Paz qu'ils ont envie de mettre l'argent, moi, ça me plaît bien en tout cas. Après, le dernier point, c'est qu'Home, en plus, financièrement, ils sont bien. C'est-à-dire, c'est pas un club lambda de Serie A, c'est-à-dire, c'est un club qui a un gros budget, des gros investisseurs, donc ils sont en capacité de pouvoir refuser. Alors, en temps normal, une offre comme ça pour un joueur dans le championnat italien, je te le dis direct, ça part à 2000%. Mais là, on l'a dit, c'est un projet un peu particulier, donc à voir. Maintenant, oui, le club qui récupérera Nico Paz, ça sera le mot de la fin. Il fait une belle opération parce que c'est vraiment un très joli joueur et vraiment un très bon joueur. Sportivement, en tous les cas, il fait la belle OP. Ouais, clairement. Bon, allez, je te propose l'avant-dernier sujet de notre Mercato Live, c'est Jonathan Rowe à Bologne. Et on pose la question, est-ce que l'OM doit avoir des regrets dans ce transfert? Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne question. Alors, moi, je suis plutôt un défenseur de Jonathan Rowe. Ouais. C'est un joueur que j'ai bien aimé. En tous les cas, j'ai bien aimé son passage. Alors, je suis comme tout le monde. Hein. Il y a eu une part de déception dans ce qu'il a fait. Il y a eu le gros départ. Il y a eu le moment vraiment qui a fait qu'on a tous attendu beaucoup de lui avec son but qui nous a tous fait vibrer contre Lyon. On nous a tous précisons bien les supporters marseillais parce que je pense que les supporters lyonnais ils ont une perception un tout petit peu différente du but de Jonathan Rowe sur ce match-là. Je pense. Oui, tu fais bien de le préciser effectivement. Bon, en tous les cas, ça a transmis des émotions positives ou négatives, mais ça a transmis des émotions. Ah oui, ça c'est sûr. Et j'aime bien la logique d'aller chercher des joueurs un peu pas de nulle part, mais voilà. On a été le chercher, on a investi sur lui en espérant faire déjà qu'il nous apporte sportivement et qu'on fasse une belle plus-value derrière. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, donc ça a accéléré, même si on le sait, il était en instance de départ. En tous les cas, il faisait partie des joueurs qui étaient potentiellement sur le départ. Bon, après l'affaire Rabiot, il est très très vite parti, l'Amiro. Donc ça a accéléré les choses. Rappelle-moi. Ta question précisément, c'est quoi sur Jonathan Rowe? Est-ce que l'OM dans cette histoire doit avoir des regrets? Parce que voilà, moi je veux bien entendre la lecture et pas mal de supporters marseillais ont à peu près la même et même d'autres amateurs de Ligue 1 auront la même. Alors oui, on a vu, il y a du potentiel, il y a quelque chose chez le gamin, il a 22 ans, là je vais partager les stats. OK, l'année dernière c'est quand même 30 matchs, 3 buts et 4 passes décisives. Ouais, c'est pas fou. Donc pour un gars, on va dire un peu l'espèce de petite sensation de la Ligue 1, bon déjà factuellement sur les stats, c'est pas fou. Maintenant, très honnête, il a pas non plus joué tout le temps en poste de numéro 9 et en plus c'est pas un numéro 9. Mais il a pas tout le temps joué titulaire dans les 30 matchs. Et il a pas joué tout le temps joué titulaire, t'as raison, j'ai pas précisé les minutes de temps de jeu, mais bon, ça doit pas être, c'est pas un des joueurs qui a le plus joué. Oh, je suis d'accord. Maintenant, de l'autre, la fameuse progression qu'on pouvait espérer de lui, comme tu l'as dit tout à l'heure pour ce fameux match contre Lyon, derrière, ça fait pchit, moi je trouve. C'est-à-dire qu'on a eu un joueur qui progressivement a été moins décisif, a été moins important, qui a par exemple loupé un penalty contre Lille dans le 16e de finale de Coupe de France et qui au fur et à mesure de la saison est devenu un peu anonyme. Donc OK, il avait fait une belle phase là de préparation avec l'OM, mais bon, évidemment, il y a l'altercation avec Rabiot qui change la donne, mais même avant cette altercation, tu l'as dit, l'OM était déjà, on va dire, enclin à peut-être envisager un transfert. Donc, les fameux regrets, est-ce qu'il y a vraiment lieu d'être quand en plus, c'est un gars qui a été acheté 14,5 et qui est revendu 17 plus bonus? Je suis pas sûr, moi, qu'il y ait des regrets à avoir. Moi. Bah, écoute, en tant que supporter de l'OM, ça m'empêchera pas de dormir la nuit, le départ de Jonathan Rowe dans ces conditions-là. Moi, je pense quand même, malgré tout,
pour essayer de défendre un peu l'ami Jonathan Rowe, c'est que sur un talent sur lequel tu mises, parce que c'est une sorte de pari, tu vas le chercher en championship, tu crois en son potentiel, il est jeune, etc. Tu lui as laissé une saison. Alors on le sait, à l'OM ça va très vite, il faut vite prouver. Oui. Là-dessus, on va pas refaire le débat. Mais il a quand même montré des choses. Il a pas rien montré. Il a pas fait une saison non plus. Non, t'as raison. T'as raison de le préciser. Il a pas rien montré non plus. Mais comparé, comme on l'a dit tout à l'heure, à la présentation qu'on a pu avoir au tout départ, on peut rester un peu, on reste sur notre fin, et je pense qu'on s'attendait à plus de lui. Clairement, on va tous être d'accord là-dessus. Mais pourquoi on s'attendait à plus de lui? Parce qu'il nous a montré du talent, il nous a montré des belles choses. Et quand tu remets ensuite les conditions, c'est-à-dire le contexte marseillais, etc., je trouve juste dommage. Je dis juste ça. Je trouve juste dommage de ne pas avoir vu une saison de plus, ce qu'il avait avant. Voilà, ok. Ça, je peux l'entendre. En gros, les regrets, peut-être pas, mais t'aurais bien aimé le voir une saison supplémentaire. Et on l'a dit tout à l'heure pour Junior Traoré, avec la rotation, le nombre de matchs et la saison qui risque d'être longue pour l'OM, il aurait eu peut-être à un moment donné sa chance et t'aurais bien aimé le voir. Donc regret, non, mais tu lui aurais bien laissé une seconde chance, si je comprends bien. J'aurais bien voulu lui laisser une seconde chance, une deuxième saison. D'autant plus que je pense que sur une saison à peu près équivalente, imaginons qu'il nous refasse à peu près la même saison qu'il a fait lors de la première, tu l'aurais plus ou moins revendu sensiblement la même chose un an plus tard. Tu vois. Donc c'est dommage de pas lui avoir donné cette chance-là d'une deuxième saison. Après, peut-être que les choses me donneront tort. On verra ce qu'il va faire à Bologne, qui est un bon petit club de Serie A, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Il y a un coach intéressant, Vincenzo Italiano, qui ils ont gagné la Coppa en plus l'année dernière. Ils sont qualifiés en Coupe d'Europe. Donc lui, il va pas dans un bourbier. Ça, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. On n'est pas sur Faris Mumbagna qui part à la Cremonese. Là, on est vraiment sur un gars. Ok, il y a peut-être une progression sportive. Dernière chose, est-ce que toi, même si voilà, t'es pas un spécialiste de Bologne, est-ce que pour toi la Serie A c'était le bon terrain pour pouvoir se relancer, ou au contraire il aurait fallu retourner en Première Ligue, là où on va dire il avait peut-être un peu plus de facilité et d'acclimatation, une acclimatation rapide. J'ai quand même l'impression que les jeunes Anglais, là, ils ont une tendance un peu plus importante maintenant à s'expatrier, et ils vont tenter leur chance ailleurs. Parce que justement, la Première Ligue, elle est devenue tellement concurrentielle avec des montants mis sur des joueurs. Rappelons-le, Jonathan Rowe, c'est un international espoir. Hein. C'est un international espoir. Et il fait un choix intelligent. Le choix intelligent de se dire, allez, je vais en France, je vais en Italie pour me faire mon expérience, pour avoir un maximum de temps de jeu. Je trouve ça toujours plus intéressant d'évoluer en Ligue 1 ou en Serie A plutôt qu'en Championship. S'il était en Première Ligue, quel rôle il aurait eu dans des clubs intéressants, je sais pas non plus. Donc pour moi, le choix, il est bon. Pour toi, le choix Bologne, c'est plutôt le choix Serie A et Bologne, c'est plutôt un choix cohérent et qui lui permettra de progresser. Quitte à revenir plus tard après en Première Ligue s'il le souhaite. Ça, c'est pas oui, on l'a dit. Il a 22 ans. Et ce qu'il a montré jusqu'à présent, ce qu'il faut pour lui, ce qui est important, c'est de jouer et de montrer sa valeur. Donc à Bologne, je pense que le contexte, il est bon pour ça. Italiano, tu l'as dit, c'est un excellent coach. Il va lui donner sa chance. Il va certainement aussi le faire progresser. Mais pour revenir un petit peu au centre de notre débat, c'est que s'il le fait progresser, ça me donnera aussi des regrets. Ça donnera encore un petit peu les regrets. Putain, pourquoi on l'a pas gardé? C'est ça. Donc, pour terminer, les regrets, pas réellement, sauf si, bien évidemment, derrière, il y a progression sportive, mais t'aurais bien aimé l'avoir une saison supplémentaire pour te faire une idée plus définitive de la valeur du joueur. Avec le scénario possible de joueur qui progresse, qui évolue, jeune anglais, qui peut potentiellement intéresser d'ici un an ou deux des clubs de Première Ligue. Et là, c'est pas 19 millions que tu l'aurais vendu. Ah oui. Ah on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu notre fil rouge depuis le début du Mercato Live.
Oui, clairement, là, ça plus de 19 millions. Mais vu que l'argent de poche là-bas se considère qu'à partir de 35-40 millions, bon, bah, écoute, ça pourra aller plus haut. Bon, ok. Bon, allez, je te propose le dernier débat de notre Mercato Live. C'est Adrien Rabiot vers l'AC Milan. Et on pose la question, est-ce que ça serait le club idéal pour se relancer pour le Français? Club idéal, je ne sais pas, mais en tous les cas, ça fait partie des plus belles options qui se présentent à lui aujourd'hui, clairement. Ah, parce que là, on va être très clair. Il y a quoi comme option pour Adrien? Ah, c'est ça. Bah, alors, il y a l'option qu'on évoque tous un petit peu, c'est la possibilité qu'il reste à l'OM. Bah, elle existe. Depuis samedi soir dernier et le match contre le PFC, cette cote qui était complètement dingue, qui était complètement folle, elle est redevenue, on va dire, crédible à partir de la déclaration de De Zerbi qui a ouvert la porte à Rabiot. Donc, il y a cette possibilité-là qui existe. Voilà. Après, s'il venait, ce qui serait logique finalement, s'il venait à quitter l'OM par rapport à tout ce qui s'est passé, rejoindre la Serie A qu'il connaît bien, avec un entraîneur qu'il connaît bien, qui l'apprécie. Je pense qu'il a besoin d'être dans un contexte où il est mis en confiance, là, l'ami Rabiot, après tout ce qui s'est passé. Un club qui, a priori, tu pourras mieux en parler que moi, mais qui, a priori, a quand même certaines ambitions cette saison, qui ont décidé d'investir sur certains joueurs, de se construire une équipe compétitive. La preuve, en se positionnant aussi sur un Rabiot, ça montre aussi qu'ils veulent faire une équipe de qualité, parce que n'oublions pas, et moi je tiens à préciser, c'est important, c'est que Rabiot, avec toutes ces histoires, on en oublie aussi la qualité du joueur, et qu'on le veuille ou non, ça a été un des meilleurs joueurs de l'OM la saison dernière, clairement. Je pense que de toute façon, tu le dis très justement, faudrait être de mauvaise foi pour dire le contraire. Il a été un des joueurs les plus importants avec Greenwood, Rouli à certains moments, enfin Højbjerg, oui, clairement. La saison de l'OM est bonne aussi parce que tu as Adrien Rabiot qui fait sa saison. Donc oui, ça je suis d'accord. Sa saison, comme il le fait partout. Je sais pas, dis-moi si je me trompe, mais moi j'ai pas un club en tête où est passé un Rabiot dans lequel il a floppé. Non, parce que ça reste un gars, là je partage les stats, en sélection c'est 53 matchs, 6 buts, 3 passes décisives et une finale de Coupe du Monde disputée en 2022. En Ligue des Champions c'est 60 matchs, 7 buts, 4 passes D, et pareil, des matchs joués et avec le PSG et avec la Juve en Ligue des Champions. Et l'année dernière, force est de constater, 32 matchs, 10 buts, 6 passes décisives, c'est sa meilleure saison statistique. Donc, ok, on peut en parler parce que oui, il joue plus haut sur le terrain, donc ça peut aider justement ces stats-là. Maintenant, il sort d'une énorme saison. Maintenant, vu le contexte, on va pas revenir dessus. On a fait déjà des débats sur la chaîne sur le clash Rabiot-Euro. Maintenant, là, on est en fin de mercato, comme on le dit. Qu'est-ce qu'on fait si t'es Adrien Rabiot, est-ce que tu essaies de te rabibocher avec l'OM malgré les déclarations au lance-flamme de maman Véro, parce qu'il faut être clair, maman Rabiot, elle a quand même envoyé du très très lourd sur le dossier. Donc est-ce que là, si t'es Rabiot, à ce moment-là, on va dire se rabibocher avec l'OM, c'est possible? Pour moi, je veux bien l'entendre, mais moi je vois pas comment c'est possible en fait. La seule possibilité, c'est qu'il lâche entre guillemets maman. Elle est à combien la cote là? Elle est à combien la cote de maman Rabiot qui lâche la carrière d'Adrien? Non, mais c'est sûr, ça fait beaucoup de cotes folles là. Mais on l'a dit juste avant, il y a eu une cote énorme sur la possibilité qu'il reste à l'OM qui finalement devient crédible. Donc pourquoi pas? Mais en tous les cas, il est certain, je pense que de la part de tout le board marseillais, il va falloir qu'à un moment donné, Adri, ils disent ok, ma mère. Je cautionne pas ce qu'elle a dit. Ou à l'inverse. C'est-à-dire, je défends la position de ma mère. Pour moi, il y a aucun problème. Mais à un moment donné, cette absence de communication, moi, je veux bien. Il est dans une situation un peu inconfortable, mais bon, c'est aussi un peu de son fait. Et que là, au moment où on parle, il va falloir se décider parce que sinon, si tu restes pas à l'OM, pas de problème. Mais le Milan. Ok, ça peut être une porte de sortie, mais ils ont pris Modric, ils ont pris Jachari, ils ont pris Ricci. Il y a déjà du monde. Ok, ils peuvent faire sa place, mais honnêtement, il y a déjà eu des investissements qui ont été faits.
Et de l'autre, attention, c'est quoi les autres possibilités pour Adri si ça se fait pas le Milan? Bah là, pour l'instant, on n'a pas connaissance des possibilités. Il y a un ou deux clubs dont on a entendu circuler, mais sans vraiment que ça se concrétise. Bah, on a entendu d'ailleurs Tottenham à un moment donné circuler. Bon, après, il y a l'option Arabie Saoudite, il y a l'option, mais tout ça, je l'envisage pas trop pour Rabiot. Je suis pas certain qui privilégie cette. Tu penses que l'Arabie Saoudite c'est impossible? Tu penses que c'est pas possible? Non, pour le coup, non. Mais en tous les cas, je pense qu'il a montré pour l'instant, selon moi, hein, c'est mon analyse, hein, ça n'engage que moi, mais dans les choix qu'il a fait jusqu'à présent dans sa carrière, même si ça reste important, mais il n'a pas mis en priorité numéro 1 l'aspect financier. Bon, la preuve, il est à l'OM aujourd'hui. Honnêtement, il aurait pu trouver mieux à de meilleures conditions. Et étant donné qu'il est encore en âge de pouvoir faire des belles choses encore en Europe, il y a la perspective de la Coupe du Monde, rappelons-le. Je sais pas, j'ai du mal à l'imaginer en Arabie Saoudite maintenant. T'as du mal. Et le club, on va dire, le club lambda de Première Ligue, parce que moi je veux bien entendre pareil, hein, mais Liverpool, Arsenal, Chelsea et tous les autres, je pense pas qu'ils vont aller se mettre sur Adri. Donc là, vraiment, on va dire, si t'es Rabiot, pour moi, le Milan, c'est la dernière piste réelle, parce que sinon, on le sait, hein, Adri, il est capable de faire la saison sur le banc ou à pas jouer une seule minute pour l'OM. Hein. Non, lui, il en est capable. Par contre, l'OM, je leur déconseille de le faire. Enfin, ils sont pas en capacité de pouvoir le faire. Je pense qu'on va pas se mentir. Ils sont pas en capacité financière de pouvoir se permettre d'avoir un joueur aussi grassement payé que tu fais pas jouer. Là, c'est pas le PSG en fait. Le PSG peut se permettre. Déjà, je pensais la même place, ça posait problème. Autant te dire qu'Adrien Rabiot, là, c'est pas envisageable, quoi. Là, c'est pas envisageable. Donc là, pour moi, oui, évidemment, ça ressemble au club idéal. Maintenant, vu la configuration et vu tout ce qui s'est passé en haut et en bas, vraiment, moi, j'ai du mal à penser que la fameuse reprise annoncée par Deserbi, elle puisse s'effectuer. Ouais. Sinon, il y aurait eu quelque chose qui aurait été fait. Tu vois, depuis samedi, là, on enregistre, on est jeudi. Bon, il y a 4 jours qui se sont passés. Il y a toujours pas eu le début d'une déclaration de Rabiot. Pour moi, oui, il est en train de négocier. Maintenant, réellement, dans 3 jours, c'est fini. Et si dans 3 jours, t'as pas de solution, là, ça va être un vrai problème, je pense. Ah ouais, en tout cas, ça va faire partie des choses vraiment à suivre de près sur cette fin de mercato. J'ai envie, en tous les cas, de croire toujours à une issue positive et à un rabibochage avec l'OM, même si, on l'a dit, hein, la cote, elle est assez élevée malgré tout. Et puis après, on n'a pas tous les éléments. Peut-être qu'il y a un club de Liga, peut-être qu'il y a un club de Bundesliga qui peut se manifester. J'en sais rien, tu vois. Il y a aussi. Ouais, alors on va pas se mentir, hein, juste pour conclure notre débat, les clubs de Bundesliga, ça va aller très vite. C'est soit le Bayern ou c'est rien du tout. Je le vois pas une demi-seconde à Dortmund, à Leverkusen ou à Francfort. La Liga, c'est Barça au Real. Alors peut-être Atlético. On sait jamais, avec un Diego Simeone, ça peut. Pourquoi pas, mais je crois que des milieux de terrain, il en a quand même pas mal. Et après, on l'a dit, si c'est pour aller à Villarreal avec Marcelino, bon, ça peut être rigolo, ça peut faire un pied de nez à l'OM, hein, mais voilà, je le vois pas. Et dernier point, l'Arabie Saoudite, ok, c'est pas sexy et tout ce qu'on veut, mais si au 1er septembre, il y a toujours aucun club qui a réussi à s'entendre, un club européen qui a réussi à s'entendre, attention à l'option Arabie Saoudite. N'Golo Kanté a été pris pour l'Euro 2024 en jouant en Arabie Saoudite. Donc c'est pas forcément, on va dire, la fin de ta carrière internationale que de signer en Arabie Saoudite. Ouais, bien sûr. Mais bon, N'Golo Kanté, c'est un exemple qui se fait quand même relativement rare. Je suis pas certain. N'Golo Kanté, il a aussi profité de l'aura qu'il avait en équipe de France, de ce qu'il avait fait jusqu'à présent en équipe de France. Même s'il a fait des belles choses avec l'équipe de France, Adrien Rabiot, je suis pas certain que ce soit suffisant pour qu'il soit appelé en étant joueur d'Arabie en Arabie. Même avec Didier Deschamps. Joker, j'avoue. Joker. Voilà, termine sur un Joker, c'est pas mal. Termine sur un Joker. Bon, écoute, je te remercie à toi, mon copain. Merci à toi d'avoir participé. Écoute, merci pour l'invitation. Ça faisait très longtemps et ça a été un vrai plaisir. Merci.
Eh bah écoute, pour nous aussi, donc tu reviens quand tu veux, mon copain. T'es à la maison au FC Copain. Et puis bah nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.